Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, notre mission est de plonger au cœur d'une question qui, en fait, obsède l'humanité depuis la nuit des temps. Mhm. Nous allons examiner un ensemble d'idées fascinantes. C'est issu d'une conférence donnée par Jiddu Krishnamurti à New York le 27 mars 1982. Et le sujet central, c'est la nature de la peur. Ouais, un vaste sujet. Exactement. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de comprendre pourquoi, après des millénaires d'évolution, l'être humain vit toujours dans l'anxiété et le conflit. Et surtout, de découvrir s'il est réellement possible de s'en libérer de manière radicale. Il s'agit d'une observation de la condition humaine à l'état pur, totalement dépouillée d'artifice. Absolument. Et ce qu'il faut souligner d'emblée, pour bien encadrer notre discussion, c'est vraiment la posture qui est adoptée dans cette réflexion. C'est-à-dire, Il n'y a ici aucune volonté de convaincre, aucune propagande, aucune nouvelle philosophie exotique à vendre, quoi. Ce n'est pas du tout un sermon prononcé depuis une chaire avec quelqu'un qui détiendrait la vérité absolue. d'accord, oui. L'approche est plutôt décrite à travers une image que je trouve magnifique. C'est une invitation à observer le monde comme deux amis qui se promèneraient sur un petit chemin tranquille par un jour d'été. J'aime beaucoup cette image. N'est-ce pas? Ce sont juste deux amis qui examinent ensemble la souffrance, le chaos, la cruauté du monde. Mais ils le font sans aucun préjugé, sans prendre parti et sans se raccrocher désespérément à des conclusions préétablies. C'est une posture de départ qui est essentielle pour aborder des concepts aussi denses. Parce que, en fait, on a souvent l'habitude des discours qui essayent d'imposer un dogme, ou bien de prescrire une méthode de développement personnel en 5 étapes faciles. Ah oui, le fameux guide pratique. Voilà. Alors qu'ici, nous partons pour une simple promenade intellectuelle. Mais une promenade qui va loin, très très loin. Oh que oui. Car cette exploration va remettre en question des éléments qui nous semblent d'une évidence absolue, à commencer par l'idée même que nos pensées et nos consciences nous appartiennent individuellement. Bon, décortiquons tout ça. Je suis partante. Commençons par la première grande distinction établie dans le texte. C'est la différence fondamentale entre le savoir technique et le psychisme. Oui, et c'est une distinction cruciale pour comprendre tout le reste de l'analyse. Le savoir, donc l'accumulation d'informations et d'expériences, est bien évidemment indispensable dans le domaine matériel. Bien sûr, C'est ce savoir qui nous permet de construire des ponts, de concevoir des ordinateurs, d'aller sur la Lune, ou simplement d'exercer notre métier au quotidien au bureau. la mémoire y est tout à fait fonctionnelle et nécessaire. Exactement. Mais l'argument avancé ici, c'est que dès que l'on passe au domaine psychologique, ce même savoir devient non seulement inefficace, mais en fait, il constitue le principal obstacle à toute transformation véritable de l'esprit humain. Parce que ce savoir psychologique, au fond, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. C'est ça. C'est tout le poids de la tradition, des milliers d'années d'habitudes, de croyances et de peurs qui nous sont transmises de génération en génération. Et c'est là que cette philosophie s'oppose frontalement à un certain fatalisme très présent dans nos sociétés. Tout à fait. Que ce soit dans la pensée occidentale traditionnelle ou dans les idéologies plus modernes, de gauche comme de droite d'ailleurs, il y a cette croyance tenace que l'homme est inévitablement conditionné par son histoire, par sa génétique ou son milieu. On nous apprend que l'on peut tout au plus modifier ce fardeau, tu vois, l'atténuer un peu, mais jamais s'en défaire. C'est vrai, c'est l'idée qu'on est condamné à bricoler avec sa propre souffrance. Exactement. Et c'est exactement le paradigme dominant aujourd'hui. Or, l'idée avancée dans cette conférence rejette cette fatalité de manière catégorique. Il est affirmé que ce conditionnement humain peut être totalement et absolument supprimé. Totalement. Oui, pas seulement modifié ou apaisé, mais complètement éradiqué. La vérité, dans cette perspective, est décrite comme une contrée son chemin. Elle ne peut se révéler qu'à un esprit qui s'est totalement vidé de son passé psychologique. Et ce processus d'éradication, il passe par la destruction d'un de nos mythes les plus chers. L'illusion de l'individualité. Voilà. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette remise en question frappe directement au cœur de notre ego. Nous passons notre vie entière à protéger, à cultiver et à polir cette conscience que nous croyons unique. Oui, on dit sans arrêt mes problèmes, mon anxiété, mes croyances. C'est ça. Mais si l'on observe objectivement le contenu de cette conscience humaine, la douleur physique et morale, le sentiment de solitude, l'angoisse de la mort, la foi aveugle ou le nationalisme, on s'aperçoit que ce contenu est strictement identique partout sur la planète. C'est universel. Complètement. En Asie, en Europe, aux Amériques, l'être humain lutte et souffre selon les mêmes mécanismes précis. Ce concept change absolument tout.
L'expression utilisée dans le texte est d'ailleurs très frappante. C'est la phrase « Vous êtes le monde et le monde est vous ». Oui, c'est très puissant. Notre conscience soi-disant individuelle n'existe pas en tant qu'entité séparée. Elle est tout simplement la conscience du reste de l'humanité. Comprendre cela ne doit pas être une simple acceptation intellectuelle, mais vraiment une réalisation profonde. Absolument. Et paradoxalement, cela offre un soulagement immense pour ceux qui l'appréhendent. Cela enlève instantanément le poids écrasant de la lutte isolée. On réalise que l'on n'est pas une petite entité séparée qui se bat toute seule contre l'immensité de l'univers. On partage l'essence même de la condition humaine. C'est une connexion bien plus intime que n'importe quel discours sur la solidarité. Tout à fait. Et pour comprendre pourquoi nous entretenons avec tant d'acharnement cette illusion de séparation, il faut examiner le mécanisme qui est le moteur de notre psyché, la pensée. Ah, la pensée. La vision qui est proposée ici sur le rôle de la pensée est clinique et totalement désacralisante. Contrairement à beaucoup de courants philosophiques qui célèbrent la raison et sacralisent la réflexion intellectuelle, la pensée est ici décrite comme un processus purement matériel, purement mécanique. Elle n'est rien d'autre que la réponse de la mémoire, en somme. Exactement. Et surtout, sa nature même est de diviser, de séparer et de fragmenter absolument tout ce qu'elle observe. C'est cette même pensée, aussi sophistiquée soit-elle chez nos plus grands génies, qui est responsable de nos pires maux. C'est elle qui crée les frontières artificielles, les divisions nationales, les guerres, et même les religions organisées. Oui, le texte ne mâche pas ses mots là-dessus. L'expression utilisée pour décrire ces institutions religieuses est d'ailleurs délicieusement irrévérencieuse. Il appelle ça « tout ce cirque ». C'est très direct, oui. Cela démystifie immédiatement les structures de pouvoir spirituel pour les ramener à ce qu'elles sont, de simples inventions de la pensée humaine pour se rassurer. Pour bien saisir les limites de cette pensée, il y a un exemple formidable dans la conférence concernant la question de l'existence de Dieu. Oui, j'adorais ce passage. Face à l'immensité de l'univers, l'humanité a toujours cherché une sécurité ultime, une entité protectrice. Et face à la question de savoir si Dieu existe, la mécanique habituelle de notre esprit est de chercher dans ses archives. On cherche des réponses toutes faites. Voilà. On fait appel à la croyance, à la tradition ou au raisonnement intellectuel pour formuler une réponse rassurante. Mais que se passe-t-il si l'on fait preuve d'une honnêteté brutale, totale, et que l'on répond simplement « En vérité, je ne sais pas ». C'est là que la magie opère. En admettant cette ignorance totale, sans chercher à combler le vide, la pensée s'arrête net. Oui. Elle n'a plus rien à chercher dans sa base de données mémorielles, puisqu'elle a admis son incapacité à répondre. Le moteur mécanique s'éteint. Et c'est dans ce silence absolu, débarrassé des parasites de la mémoire, que réside la véritable observation. C'est le point de bascule de la conférence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce silence de la pensée a des répercussions directes et immédiates sur notre vie quotidienne, notamment dans nos relations avec les autres. C'est vrai que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est autre chose. Abordons le conflit inévitable qui existe au sein des êtres humains et plus spécifiquement dans les couples. Il y a cette métaphore très visuelle utilisée pour décrire les relations amoureuses ou maritales, celle de deux lignes parallèles. Oui, l'image des parallèles est implacable. Il est suggéré que deux personnes peuvent être mariées depuis des années, partager le même lit physiquement, élever des enfants ensemble, mais que, psychologiquement, elles ne se rencontrent jamais, véritablement. Jamais. Elles avancent comme deux lignes parallèles tracées sur une feuille de papier. Chacune poursuit secrètement ses propres ambitions, sa propre expression, son propre accomplissement. Et ses propres frustrations. Elles affirment être en relation, mais il s'agit d'une illusion maintenue par habitude ou par convenance. Mais comment explique-t-on ce phénomène abyssal? Pourquoi y a-t-il cette incapacité chronique à se rencontrer psychologiquement? L'explication réside dans ce qu'on pourrait appeler la guerre des images. La guerre des images, oui. Dans une relation habituelle, ce ne sont pas réellement deux êtres humains vivants et spontanés qui interagissent, mais deux images, deux constructions mentales. Au fil des jours, des mois et des années, à travers les souvenirs, les réactions, les flatteries et surtout les blessures, chacun fabrique consciencieusement une image de soi-même, mais aussi une image de l'autre partenaire. Donc on n'interagit jamais avec la personne réelle. Exactement. L'homme interagit avec l'image qu'il s'est faite de la femme et la femme interagit avec l'image qu'elle s'est faite de l'homme. La relation se résume à une friction constante entre ces symboles fabriqués par la pensée. C'est la raison pour laquelle la paix dans un couple est si rare. Ces images figées finissent toujours par entrer en collision avec la réalité fluide de l'autre. C'est une grille de lecture fascinante.
Et la solution qui en découle est d'une logique mathématique. Si l'on parvient à ne plus avoir aucune image de soi-même, on devient de fait invulnérable. Logique. On ne peut tout simplement plus être blessé. Car lorsqu'on nous insulte ou qu'on nous critique, ce n'est pas notre être profond qui saigne. C'est l'image de nous-mêmes que nous avons construite, notre fierté, notre statut qui est égratigné. Ne plus avoir d'image signifierait donc la fin absolue du conflit relationnel. C'est une promesse immense. Mais attention, la première réaction réflexe de quiconque entend ce concept pour la première fois, c'est de demander « D'accord, c'est brillant, mais concrètement, comment fait-on pour ne plus avoir d'image ?» Ah, et c'est là qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Le mot « comment » est perçu ici comme le plus grand danger de l'esprit humain. Pourquoi le plus grand danger? Parce que demander comment, c'est exiger une méthode, un système à suivre. C'est réintroduire immédiatement la pensée mécanique par la fenêtre alors qu'on vient de la chasser par la porte. Cela crée instantanément un marché pour des spécialistes, des leaders spirituels, des gourous ou des psychologues qui vont dicter la marche à suivre. Et nous ramener au point de départ. Exactement. L'application de méthode n'a jamais transformé l'humanité, elle l'a seulement domestiquée. La seule alternative proposée à la méthode, c'est l'attention totale dans l'instant présent. Si, à la seconde même où quelqu'un prononce une parole blessante à notre égard, il y a une attention complète à ce qui est dit, sans que la pensée ne bondisse pour justifier, attaquer ou se défendre, alors le mécanisme de l'image ne s'enclenche pas. C'est l'intensité de cette attention immédiate qui brûle la création de l'image. Ce concept d'attention immédiate nous amène directement au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. L'anatomie de la peur. L'image utilisée dans la conférence pour la décrire n'est pas celle d'une simple émotion passagère. C'est celle d'un arbre gigantesque et tentaculaire. Oui, un arbre millénaire. Le postulat est clair. Il est inutile de passer sa vie à tailler les branches de cet arbre une par une, c'est-à-dire régler la peur du noir aujourd'hui, la peur du jugement demain, la peur de la maladie le mois prochain. Il faut creuser pour trouver les racines profondes de cet arbre et les arracher d'un seul coup, pour que la peur n'ait plus jamais la possibilité de germer dans le psychisme. Si l'on relie ça au contexte global de notre analyse, la première de ces racines profondes, c'est la comparaison. C'est un mécanisme si familier qu'on ne le remarque même plus au quotidien. Oui, on grandit avec ça. Depuis l'école primaire jusqu'à l'entreprise, toute notre structure sociale et éducative repose sur le principe de se mesurer aux autres ou à un idéal. On nous conditionne à devenir quelque chose, l'élève moyen doit devenir l'élève excellent, l'employé doit devenir le patron. Même dans les cercles spirituels, l'ignorant doit devenir l'illuminé. C'est fou, n'est-ce pas? Cette dynamique incessante du devenir engendre le conformisme. Car dès l'instant où l'on établit une mesure, un standard à atteindre, on crée automatiquement l'ombre de ce standard. La peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Vivre sans comparaison aucune, c'est éradiquer l'une des sources principales de l'anxiété humaine. C'est quand même très paradoxal pour notre société moderne. On a toujours appris que se fixer des objectifs d'amélioration, se comparer aux meilleurs pour s'inspirer, c'était le moteur même du progrès moral et social. Mais ici, l'analyse nous montre que ce moteur carbure exclusivement à la peur. Oui, c'est une remise en question totale. Passons à la deuxième racine de cet arbre, le désir. Là encore, l'approche est assez étonnante. Il ne s'agit pas du tout de prêcher la répression du désir, comme le font certains ordres monastiques ou certaines traditions ascétiques. Non, parce que réprimer le désir, c'est encore créer un conflit intérieur. L'idée est plutôt d'observer cliniquement la nanoseconde exacte où le désir prend naissance. Et pour cela, il y a l'anecdote très parlante de la voiture. Oui, décomposons ce processus au ralenti. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous voyez passer une magnifique voiture de sport. La première étape est purement sensorielle. La vue, la perception des courbes de la carrosserie, le bruit du moteur. Cette sensation physique est naturelle, saine et inévitable. Il n'y a aucun problème à ce stade. Jusque-là, tout va bien. Mais la tragédie commence une fraction de seconde plus tard, lorsque la pensée s'empare de cette sensation. La pensée intervient et crée instantanément une image mentale. Vous vous visualisez au volant de cette voiture, le pied sur l'accélérateur, admiré par les passants. On se fait un film, en gros. C'est à ce millième de seconde précis, lorsque la pensée fabrique l'image de vous expérimentant la sensation, que le désir naît. Et avec lui, la frustration de ne pas posséder le véhicule et la peur sous-jacente de ne jamais l'obtenir.
Pour bien contraster avec ce mécanisme aliénant, prenons l'exemple opposé qui est donné dans le texte, l'observation d'un coucher de soleil. Ah oui, c'est magnifique. Si l'on est face à l'océan, en train de regarder le soleil disparaître à l'horizon, et que l'on regarde cette scène avec la totalité de ses sens en éveil, il se passe quelque chose de rare. L'immensité de la beauté capte tellement l'esprit qu'il n'y a plus de centre, plus de moi qui se tient en retrait pour analyser la situation. On ne se dit pas « Oh, quel beau coucher de soleil, je devrais le prendre en photo pour m'en souvenir sur les réseaux ». Exactement. L'observation est pure. Le moi disparaît purement et simplement de l'équation. Et comme le moi n'est pas là, la pensée n'a pas d'espace pour s'immiscer et créer un désir ou un manque. Cela nous conduit à la troisième et dernière racine de l'arbre, de la peur. Et de loin la plus complexe à appréhender, le concept du temps psychologique. Oui, là il faut s'accrocher un peu. Il faut bien différencier le temps chronologique, la montre qui tourne, le soleil qui se lève, le temps nécessaire pour apprendre une langue ou construire une maison, du temps intérieur, mental. Le temps psychologique, c'est l'espace que la pensée invente entre ce qui est, donc la réalité présente, et ce qui devrait être l'idéal futur. Et l'exemple utilisé pour illustrer cette illusion est celui de la violence et de la non-violence. Attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus pour bien décortiquer la mécanique parce que c'est crucial. Allons-y. Si je suis fondamentalement quelqu'un de colérique, de violent dans mes paroles, et que je me dis sincèrement, je reconnais ma violence, je vais faire des efforts, je vais lire des livres sur la paix intérieure, et je serai non-violent dans quelques mois, ou dans quelques années. En quoi cette démarche, qui semble quand même si louable et responsable à première vue, est-elle qualifiée d'illusion par cette philosophie? C'est une excellente question. Dans cette approche, la violence immédiate que l'on ressent est un fait. Elle est réelle, elle est brûlante, elle est présente ici et maintenant. La non-violence, en revanche, n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. C'est un non-fait, c'est un pur concept idéologique inventé par l'esprit. Lorsqu'on dit « je serai non-violent plus tard », on invente littéralement le futur pour échapper au présent. On utilise ce concept de temps psychologique comme un asile, une excuse super sophistiquée pour ne pas affronter la réalité crue de notre violence immédiate. On se donne du répit. On s'occupe d'une noble illusion future pour éviter d'avoir à regarder la laideur du présent. C'est un renversement total de perspective. Le désir de devenir meilleur justifie en fait notre médiocrité présente. L'ambition de devenir non-violent n'est donc qu'une fuite en avant. C'est exactement ça. Comprendre la violence qui est là, dans l'immédiateté de la seconde, comprendre ce qui est, cela ne demande pas de temps. Pas besoin de mois d'introspection sur un coussin de méditation. Cela demande une observation chirurgicale, sans aucun mouvement de pensée qui viendrait justifier la colère, du genre c'est de sa faute si je crie, ni la condamner en se disant je suis quelqu'un de mauvais. Oui, juste observer. Et c'est cette observation directe et silencieuse qui, mystérieusement, libère une énergie d'une intensité telle qu'elle dissipe la violence elle-même. C'est fulgurant comme prise de conscience. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Si nous rassemblons toutes ces pièces du puzzle, la conscience partagée de l'humanité, l'arrêt de la pensée mécanique, la fin de la comparaison et l'abolition du temps psychologique, l'idée centrale qui émerge de cette conférence, c'est que pour anéantir la peur, il ne faut ni la fuir, ni la rationaliser. Ni s'armer de courage pour la combattre. Exactement. Il faut l'observer dans toute sa nudité. Et c'est là qu'intervient le concept le plus vertigineux de tous. Dans cet état de clarté totale, l'observateur n'est pas différent de l'observé. L'observateur et l'observé. C'est-à-dire que, lorsque j'ai peur, je ne suis pas une entité séparée qui regarde la peur comme un objet extérieur menaçant, je suis cette peur. L'anxiété et moi ne faisons qu'un. Et à l'instant même où cette division illusoire s'effondre, où l'on cesse de résister pour créer un espace entre soi et l'émotion, la peur meurt d'elle-même. Il est impératif de souligner à quel point cette grille de lecture est d'une pertinence absolue pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous évoluons dans un monde littéralement saturé d'informations, croulant sous les injonctions au développement personnel et à la performance. Oh oui, les réseaux sociaux en sont pleins. On nous bombarde de méthodes que être plus zen, plus productif, plus spirituel. Face à cette véritable épidémie d'optimisation de soi, la pensée qu'on a explorée aujourd'hui agit comme un antidote puissant. Elle ne propose pas du tout d'ajouter une nouvelle technique à notre arsenal, mais de tout déposer. De lâcher prise totalement. De réaliser que c'est précisément cette recherche perpétuelle de sécurité, cette volonté frénétique d'améliorer l'image de soi et de devenir quelqu'un d'autre, qui sont les véritables moteurs de notre anxiété moderne. La libération ne se trouve pas dans l'effort,
mais dans une attention silencieuse et radicale au présent, livre des résidus du passé et des fantômes de l'avenir. C'est une conclusion frappante. Et cela soulève une question importante, une réflexion finale qui prolonge l'essence même de ces idées et que l'on peut appliquer à l'échelle de notre civilisation tout entière. Je t'écoute. Si notre souffrance individuelle naît invariablement de notre volonté de devenir quelque chose de supérieur, de nous comparer sans cesse aux autres et de protéger farouchement l'image fictive que nous nous sommes construite, imaginons un seul instant ce scénario. À quoi ressemblerait une société humaine tout entière qui, demain matin, se réveillerait en décidant collectivement d'arrêter de se mesurer ? Ce serait une révolution absolue. Une humanité qui abandonnerait instantanément la moindre ambition psychologique de briller, de surpasser l'autre ou de laisser une trace. Est-ce que l'effondrement soudain de cette structure d'ambition et de compétition entraînerait un chaos absolu, la mort de l'innovation et de l'art, ou bien verrions-nous éclore, pour la toute première fois depuis l'aube de l'humanité, la naissance d'une véritable paix mondiale ? C'est une question d'une envergure incroyable, qui résonne bien au-delà de la psychologie individuelle. Et c'est exactement sur cette interrogation suspendue que nous allons refermer notre dossier d'aujourd'hui. L'invitation n'est pas d'accepter aveuglément ces concepts intellectuels, mais d'observer par soi-même ces mécanismes de peur et de comparaison à l'œuvre, à l'intérieur de notre propre esprit, dans le laboratoire de notre vie quotidienne. Chacun doit faire le travail pour soi. Nous laissons à chacun le soin de poursuivre cette réflexion vertigineuse de son côté. Merci à notre auditoire de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. À très bientôt pour une nouvelle exploration.